J'appelle tous les Français, quels qu'ils soient, où qu'ils soient. Non, rien, j'aime pas les journalistes, j'aime pas répondre aux questions. Ça me gonfle, ok ? J'ai été très choqué, je le répète. D'un coup, vous dérapez dans la fureur. Je vous demande de vous arrêter. Je souhaite que chacun se reprenne. Aujourd'hui, dans Du Biscuit, nous allons évoquer le rapport entre les journalistes et l'éducation aux médias et l'information. Salut Martin. Salut Rémi. Cette semaine, plusieurs invités. Oui, nous discuterons avec les journalistes Sherazade Chekaïk, Lucas Roxo, mais aussi avec Marie Laroche de l'association Jet d'encre, Jean-Emmanuel Dumoulin du Clémy et Élodie Gadiolet de Radio B. La séquence médiatique de la semaine nous fera découvrir le rôle et la place de RFI. Avec le service Savoir de RFI, on peut apprendre le français grâce au journal en français facile, mais également mieux connaître le monde des médias. Et pour terminer cet épisode du Biscuit, on se plongera dans une publication qui parle des faits, rien que des faits. Les Luanda Leaks font la une des journaux, notamment s'ils se soucient de l'actualité africaine. Et en effet, au grand jour apparaît la réalité de l'empire financier du couple Dos Santos-Dokolo et de ses pratiques. Alors le titre reste en anglais dans tous les médias francophones, il faut dire qu'il est courant et qu'apparemment tout le monde le comprend à peu près. Des faits confidentiels qui ne le sont plus. Voilà ce que ça veut dire. Parce que ces faits ont été dévoilés, mis au jour, portés à la connaissance du public, donc divulgués. C'est bien ça le sens du mot. Et si l'on parle de Luanda Leaks, c'est parce que ces dernières font référence à l'Angola et que Luanda est la capitale de ce pays africain. En anglais, a leak, c'est d'abord une fuite. La plus concrète des fuites, c'est un joint mal serré, un tuyau percé, et voilà le liquide qui suinte, qui s'échappe par la brèche, mais ces tuyaux sont parfois plus abstraits. Ils peuvent représenter les chemins que doivent prendre ces informations pour bien se garder de s'égarer, d'être à la disposition de chacun et surtout de la presse qui va les répandre, les analyser, les commenter. Alors RFI, on vient d'entendre un extrait de cette chronique qui nous permet de comprendre en français facile un certain nombre de mots utilisés dans l'actualité. RFI, c'est Radio France Internationale. Elle est diffusée dans le monde entier. Et elle est diffusée en français, mais aussi dans 15 autres langues. Je te prends quelques exemples. Le mandingue, l'espagnol, le russe, le vietnamien, le brésilien, le chinois simplifié, le khmer, etc., etc. Avec un réseau de 400 correspondants qui sont souvent utilisés d'ailleurs par le réseau Radio France, par le groupe, puisque ces journalistes de RFI sont présents dans des pays où il n'y a qu'un journaliste d'RFI pour relater l'actualité. Donc c'est pour ça qu'on peut les entendre régulièrement sur d'autres radios. Alors Martin, cette radio appartient au groupe France Média Monde. Est-ce que tu peux nous parler de ce groupe ? Alors le groupe France Média Monde, il réunit France 24, la chaîne d'information en continu, qui est elle en français, en anglais, en arabe et en espagnol. Il y a bien sûr RFI et il y a Monte Carlo Doualiya, qui est une radio en langue arabe. Donc tout ça, ça fait partie aussi de l'influence française sur le monde parce que il y a un intérêt à diffuser dans la langue de Molière pour contrer par exemple la BBC ou apporter un complément ou Al Jazeera, un média en arabe qui est très présent dans le monde entier. Alors concrètement, comment on peut utiliser RFI en français facile ? Alors ce qui est intéressant, c'est qu'RFI a plein de fiches pratiques, plein de choses, que ça soit du son, mais aussi des applications très pratiques. C'est sur RFI Savoir. RFI en français facile, ça fait partie de cette offre. Il y a un journal en français facile. On vient d'écouter tout à l'heure un extrait sur la compréhension du mot fuite, du mot leak en anglais, comment on peut le comprendre en français. Donc ça va nous permettre en français facile de travailler la langue française. Pour ceux qui ont des difficultés, on peut utiliser des podcasts pour mieux la comprendre, ces journaux, et puis en ligne sur RFI Savoir, il y a des fiches pédagogiques. Je prends quelques exemples. On peut faire un portrait chinois, on apprend comment le faire. On peut faire également travailler sur le mur de Berlin, sur le débat, travailler sur l'organisation d'un prix de création sonore. Donc il y a plein de choses qui sont très très pratiques, des applications, et surtout ça nous permet de travailler par exemple avec des publics adultes qui ne maîtriseraient pas le français, qui seraient en train d'apprendre. Eh bien tout cela, ce sont de super outils. Les invités de cette semaine vont nous livrer leurs réflexions sur le rapport entre les journalistes et l'éducation. Si tous les interlocuteurs rencontrés pensent que le rôle des journalistes est primordial dans l'éducation aux médias et à l'information, cela varie entre l'implication, soit bénévole, soit salariée, ou
L'absence totale d'implication, car oui, tous les journalistes ne peuvent pas forcément faire de l'émi, comme nous l'explique la journaliste Sherazade Chekaïk. Chacun est libre d'avoir envie d'en faire ou pas. C'est pas forcément évident de vouloir aller se confronter à des plus jeunes ou à des lecteurs, ou enfin voilà, d'aller discuter de son travail et du coup d'entendre aussi des choses qui sont très justes parfois, mais pas toujours agréables à entendre sur sa profession. Donc voilà, chacun est libre d'avoir envie de ça ou pas, de cet exercice-là. Mais par contre, moi je conseille à tous les journalistes avec qui je parle de mes ateliers d'en faire. Justement parce que, à la fois pour avoir des discussions dans certains espaces où il n'y a pas de journalistes et entendre des choses très caricaturales sur le métier, et à l'inverse, entendre des choses très caricaturales sur la manière dont penseraient les gens, dont les gens perçoivent l'information, etc. Je me dis que dans les deux, il y a ce besoin en fait de rencontre et d'échange, et que c'est bénéfique en fait pour tout le monde. Donc je dis toujours à mes copains et copines journalistes d'aller rencontrer des gens en dehors de leur rédaction, et en dehors surtout des moments où on vient avec un but précis de reportage. Voilà, ça passe par de la discussion qui parfois n'aboutit à rien d'autre qu'à de l'échange, et en fait c'est très important et ça manque beaucoup dans les rédactions. Parce que, encore une fois, on est contraint par le quotidien, le fait de sortir un journal tous les jours, de produire, et donc on n'est pas dans cette logique de se dire comment mon travail, à quoi sert mon travail finalement. Voilà, on publie et puis on passe à l'article suivant. Et du coup, l'espace d'éducation aux médias, de rencontre avec des gens, permet ça en fait, permet cette espèce de sas où en fait on se rend compte très concrètement de l'impact que peuvent avoir certains articles sur la vie des gens, sur leur trajectoire, sur leur image dans un quartier, sur la manière dont ça peut impacter leur recherche d'emploi, de logement. Et donc voilà, les mots qu'on utilise, on fait un métier qui donne du sens aux choses, et du coup c'est assez important de s'en rendre compte quand on est confronté à voilà, des gens pour qui ça a du sens au quotidien, ce qu'on a pu écrire sur leur quartier, ce qu'on a pu écrire sur leur ville, ce qu'on a pu écrire d'eux dans nos papiers. Voilà, c'est jamais sans incidence en fait, ce qu'on écrit, ce qu'on diffuse. Pour Sherazade Chekaïk, le journaliste a donc de très grandes responsabilités, à la fois dans le choix des angles, des mots, dans les clichés qu'il peut colporter, consciemment ou non, par manque de travail, par manque d'expertise, par manque d'humilité. Lucas Roxo, également journaliste, intervient lui très régulièrement dans des ateliers dans le nord de la France. Pour donner un exemple concret, pendant ma résidence à Roubaix, en fait, moi je me suis rendu compte que en fait, les habitants et les habitantes de Roubaix se construisaient à travers un miroir médiatique qui était constitué de trois clichés médiatiques qui étaient Roubaix, ville de l'abstention, Roubaix, ville du terrorisme djihadiste, et Roubaix, ville la plus pauvre de France. Et qu'en fait, à chaque fois que des médias nationaux arrivaient à Roubaix, c'était pour illustrer un de ces trois sujets-là. Et du coup, les habitants et habitantes de Roubaix que j'ai rencontrés étaient tout à fait conscients en fait d'être enfermés un peu dans ces trois profils en fait. Et même si il y a une part de vrai dans ces trois affirmations, en fait, moi je me suis rendu compte que c'était difficile de se construire en termes identitaires, de construire son identité face à ce miroir médiatique. Et du coup, comment est-ce qu'on faisait par rapport à ça, quoi ? Comment est-ce que on faisait face à ce qu'on peut appeler effectivement de la maltraitance médiatique, dans le sens où il y a une absence peut-être de complexité dans la manière de raconter une ville comme Roubaix ou des territoires comme les zones urbaines ou comme les zones rurales. Et où du coup, moi, un peu la base de mon questionnement sur l'éducation aux médias et à l'info, c'est comment est-ce qu'on peut se réapproprier ce miroir médiatique, et comment de la maltraitance on peut soit la gérer différemment, soit réussir à créer une forme de rapport de force pour la changer. Les interventions dans les quartiers prioritaires ou des quartiers dits politiques de la ville peuvent être parfois stigmatisantes si elles sont mal préparées, mais un peu comme toutes les interventions, elles peuvent aussi se montrer contre-productives et apparaître comme des actes quasiment de rééducation, comme l'a écrit Sophie Eustache dans Le Monde diplomatique à propos de l'opération Interclasse. Un éclairage qu'il est important de conserver, c'est que souvent ce sont dans ces espaces-là qu'il y a des budgets, Martin. Eh ben oui, c'est ça, c'est très bien de ne pas vouloir stigmatiser telle ou telle population en faisant des interventions partout. J'aimerais bien, on serait qu'ainsi capable d'apprendre à des seniors que ce sont eux qui partagent le plus d'informations. On pourrait évoquer la vie privée et les réseaux sociaux avec des gens très bien éduqués, par exemple Rémi, des hommes et des femmes politiques qui en font un usage immodéré de ces réseaux sociaux, maladroit, parfois même illégal, et
Et pourtant, ces mêmes personnes disent que ce sont souvent les jeunes qui agissent mal sur les réseaux sociaux. Soyons un petit peu raisonnables. À l'heure actuelle, il n'y a pas de budget, pas assez d'argent pour parler à tout le monde, pour parler aux seniors, pour aller dans les EHPAD, pas assez de budget pour parler d'éducation aux médias, à l'information. Alors on va là où est l'argent, là où sont les budgets, où sont les subventions. Et c'est vrai qu'il y a un vrai risque à stigmatiser si on va toujours au même endroit. Des lieux que l'on retrouve partout en France et qui arrivent à trouver régulièrement des budgets, ce sont les groupes scolaires, les écoles, les collèges et les lycées. Oui, il y a maintenant de plus en plus de moyens, même si on passe parfois un peu plus de temps à se débattre dans les arcanes de la plateforme Chorus pour les facturations. Jean-Emmanuel Dumoulin, coordinateur du CLEMI, le Centre de l'éducation aux médias et à l'information, évoque le rôle fondamental des journalistes pour aider les enseignants. Les journalistes professionnels vont nous apporter une expertise qu'on n'a pas toujours en tant qu'enseignants sur ce monde, sur leur monde, sur le monde des médias. Donc ça c'est très important pour nous. Ils vont souvent nous rassurer. Par exemple, si vous voulez faire une web radio, comment on écrit pour la radio, quelles sont les règles de déontologie, etc. Et puis quand ils interviennent dans les classes, ils vont apporter la parole d'un spécialiste. Que nous ne sommes pas des spécialistes du monde des médias. Donc ça va apporter quelque chose de crédible auprès des élèves. Donc effectivement, pour nous, c'est très important de développer ces liens, ces contacts avec les journalistes. Et puis, pour eux, ça permet de faire connaître leur monde, de développer aussi cette confiance dont on dit qu'elle se perd un petit peu en ce moment avec le public. Voilà, je pense que c'est un partenariat qui est gagnant-gagnant en réalité. Autre point important pour Marie Laroche, déléguée générale de l'association Jet d'encre. Nous, ce qu'on revendique vraiment dans l'éducation aux médias, c'est la pratique. C'est-à-dire que on n'a pas envie que l'éducation aux médias devienne un objet de mode lié à des actualités qui sont tristes, graves, et qu'on tourne ça comme une éducation par la prévention des risques. Par le côté dangereux en fait. Enfin vraiment on veut que ce soit une éducation critique, une éducation à la démocratie, à la citoyenneté, à la prise de conscience que en fait chaque jeune est un acteur de notre société et qu'on doit en fait valoriser ça. Donc nous ce qu'on fait c'est que on trouve vraiment intéressant, c'est quand en fait les jeunes ont la possibilité de créer quelque chose, alors que ce soit sur les fake news ou sur la hiérarchie de l'info ou le droit à l'image ou peu importe le thème et l'angle de l'éducation média, parce que c'est vrai que c'est un champ hyper vaste. Nous on pense que vraiment c'est en pratiquant, en faisant, qu'ils vont se rendre compte de la difficulté que c'est de créer de créer de l'information, de hiérarchiser l'information, que l'information ça se fabrique, que c'est aussi c'est un vrai métier et que c'est aussi une responsabilité de nous récepteurs de l'information, d'avoir un regard critique là-dessus, d'être capable de l'analyser, de diversifier nos sources, c'est aussi notre rôle en tant que citoyen de faire le tri dans tout ce qu'il y a et d'avoir vraiment une prise de conscience sur tout ça, et puis et finalement pour nous c'est vraiment cet outil démocratique par le faire qui est le plus important. Avec ces propos, Marie Laroche nous rappelle que les journalistes intervenants ne sont pas là pour faire des cours magistraux, pour déverser leur savoir, mais bien pour accompagner les publics qu'ils rencontrent dans une meilleure compréhension de la production médiatique. En faisant, on comprend. Et puis il ne faut pas négliger que la pratique de l'EMI apporte également beaucoup aux équipes, comme on l'a vu régulièrement, que ce soit à Roubaix, Paris ou à Bourg-en-Bresse, comme le souligne pour la radio B Élodie Gadiolet, sa directrice, au micro de Benoît Bouscarel. Ça permet aux salariés d'avoir aussi un autre regard sur leur travail. Je pense notamment à la journaliste qui continue de faire de l'info. Ça nous paraît essentiel qu'elle fasse à la fois de l'éducation aux médias dans les ateliers, mais qu'elle continue aussi son métier de journaliste, parce que pour le coup, elle peut encore plus témoigner de comment elle travaille et comment elle fabrique de l'info. En plus, comme on est une radio locale, nous on traite de l'info locale, donc il y a quand même cette spécificité-là. Donc c'est de l'auto-éducation aux médias presque. C'est ça. Mais ouais, ça permet d'avoir un regard critique sur son travail aussi, sur la façon dont on va choisir des sujets, analyser ce qu'on est en train de faire, ce que font les autres. C'est aussi ça. Beaucoup regarder ce que font les autres. Et le fait d'être confronté à des questionnements du citoyen lambda, on va dire,
notamment je pense en prison où il y a un regard quand même assez critique sur la société, ça aussi permet d'avoir un regard critique sur son boulot et de prendre du recul et de voir comment faire différemment, peut-être. Pour terminer ce nouvel épisode du Biscuit, Martin, tu voulais nous présenter un petit livre bien utile. Oui, le fait en question a été publié par la Fondation Jean Jaurès aux éditions de l'Aube, sous la direction de Guillaume Lecointre et Sarah Proust. Alors de quoi nous parle cet ouvrage ? Il parle des faits, rien que des faits, et dans cette période où certains s'amusent à travestir la vérité, où il est très compliqué de parler de cette notion de vérité, ce petit ouvrage à un peu plus de 120 pages revient sur la notion de fait et permet à toute une cohorte de métiers de présenter sa version des faits. Comment est organisé cet ouvrage ? Alors il y a 9 auteurs, 9 métiers différents, journalistes, médecins, sociologues, historiens, et chacun apporte sa définition des faits. Celle qui est issue de sa filière, de son métier. Et ça, ce qui est plutôt surprenant, c'est que ça va nous éclairer sur différentes manières de voir, de concevoir, de définir les faits. Et on s'aperçoit qu'il n'y a pas que les journalistes qui parlent des faits. Plein d'autres métiers peuvent parler de ça et c'est très très intéressant. Et pour la définition des faits par un journaliste ? C'est le journaliste Clément Lacaton qui livre un texte très simple mais très compréhensible. Pour lui, tous les faits ne sont pas des informations. Le fait doit être nouveau, il doit apporter quelque chose de neuf. On doit pouvoir comprendre les 5 W, qui, quoi, quand, comment, où. Et si le fait devient information, il doit être bien sûr vérifié, hiérarchisé. Pour lui, le fait est une matière première abondante, mais son traitement pour le transformer en information, ça coûte de l'argent. Le fait en question, livre dirigé par Guillaume Lecointre et Sarah Proust, par la Fondation Jean Jaurès aux éditions de l'Aube. Merci beaucoup Martin, c'est la fin de cet épisode du Biscuit. On vous rappelle que vous pouvez réécouter cet épisode et tous les autres sur le site lechantier.radio. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Biscuit. Exactement. Vous pouvez retrouver du Biscuit sur le site lechantier.radio et sur Instagram. N'hésitez pas à liker, partager et à nous attribuer plein d'étoiles sur Apple Podcast. Avant de vous quitter, je vous souhaite bonne chance à chacune et à chacun d'entre vous. Au revoir.